Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sport Santé Technologie. Nous allons parler de yoga aujourd'hui. Le yoga est-il le sport santé par excellence? Eh bien voici la question à laquelle nous allons tenter de répondre avec mon invitée Eva Vandest. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Sport en France. Eva, vous êtes la cofondatrice de l'Institut Heartfulness. Vous en êtes également la secrétaire générale. Avant qu'on parle du yoga, avant qu'on parle de l'Institut, j'aimerais quand même revenir un petit peu sur vous. J'aimerais vous connaître. Vous avez travaillé 10 ans dans le secteur culturel à l'étranger comme artiste chorégraphe, comme danseuse. J'aimerais comprendre comment on passe d'une vie d'artiste à cette vie de professionnel du bien-être. Oui, effectivement. Donc, la danse a été une grande partie de ma vie, 20 ans. J'ai commencé toute petite. J'ai fait 10 ans de conservatoire avant de me lancer dans une carrière professionnelle. Et la danse, c'est un art très exigeant. Et c'est vrai qu'on retient souvent de la danse que c'est un art, mais c'est aussi un sport. On est soumis à de la performance, c'est beaucoup d'heures d'entraînement quotidien, c'est la scène, les spectacles. Voilà, donc... C'est exigeant et c'est éprouvant pour le corps. Et c'est éprouvant pour le corps. Donc, moi, ce que j'ai observé pour moi et pour beaucoup de danseurs, c'est qu'on est toujours à la recherche des trucs, des astuces, des outils qui vont nous accompagner en fait dans cet effort physique. Parce que vous étiez souvent blessé. Oui, voilà, dans la préparation, dans la récupération et aussi dans la réparation. Effectivement, la blessure fait partie du lot quotidien. Donc, on est toujours à la recherche de plein de techniques et le yoga en est une. Moi, j'ai commencé le yoga, j'avais 18 ans. Bon, déjà, quand j'étais au conservatoire, on nous enseignait des pratiques d'intériorisation, de relaxation, de respiration. Mais ce n'était pas appelé yoga. Si. Alors, ce que moi j'ai pratiqué, ça s'appelait Feldenkrais, mais voilà. Aujourd'hui, je pense que le yoga est en fait complètement intégré dans l'entraînement du danseur. Il y a beaucoup de postures, beaucoup d'exercices qui sont intégrés. Donc, on ne dit pas forcément qu'on fait du yoga dans les cours de danse, mais il y a on retrouve des similitudes. Et je crois même que vous avez eu ensuite une formation en droit. Alors, à la suite d'un accident, on ne va pas parler de cet accident, mais pourquoi une formation en droit ? Oui, c'est une bonne Pourquoi question. ce choix ? Oui, alors bon, pourquoi ce choix, ça c'est un autre sujet, mais ce qui m'est arrivé, donc un accident de parcours, une agression qui a fait que je me suis retrouvée immobilisée. J'ai vécu ce qu'on appelle un syndrome de stress post-traumatique. Donc je ne pouvais plus exercer mon métier comme j'avais l'habitude de l'exercer. Après avoir bougé pendant 10 ans. Après avoir été hyper mobile pendant 10 ans, je me suis retrouvée hyper statique. Voilà. Et là, l'esprit prend le dessus sur le corps, nous permet de récupérer, de nous accompagner. Donc j'ai fait un bilan et en fait je pensais au départ passer du côté du management culturel. Donc on m'avait conseillé de faire Sciences Po et pour faire Sciences Po on m'a conseillé de faire des études de droit. Voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée à la fac de droit. La prépa Sciences Po, c'était de faire des études de droit. Ça vous a plu? J'ai adoré le droit. Une passion a remplacé une autre. Alors c'était une vie très intellectuelle par rapport à ce que j'avais connu. Passionnée par le droit, carrément. Ouais. J'adore, je trouve ça. Mais je suis passée du tout physique au tout intellectuel. Voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la pratique donc Heartfulness que je porte aujourd'hui, qui est une pratique de yoga où on est immobile avec le corps et qui est en silence, les yeux fermés. On travaille son intériorité, qui est une pratique de méditation. C'est le Raja Yoga, on appelle ça. On va en parler dans quelques instants. C'est vous qui avez monté l'Institut en 2017 en France, un institut qui existe dans d'autres pays depuis plus longtemps. Alors, j'ai cru comprendre que c'est une organisation internationale qui était reconnue comme une ONG en relation avec les Nations Unies. Enfin, c'est quand même pas rien. Qu'est-ce que vous proposez exactement? Qu'est-ce qu'on trouve chez Heartfulness? Oui, alors Heartfulness, c'est d'abord une communauté de 4 millions, plus de 4 millions de pratiquants à travers le monde, de toutes les cultures, de tous les horizons. Effectivement, comme la plupart des grandes organisations de yoga, c'est né en Inde, mais ça s'est complètement répandu dans 160 pays aujourd'hui. Et ça ne repose que sur l'engagement des pratiquants bénévoles. Donc c'est une pratique complètement gratuite que l'on reçoit gratuitement et que l'on rend gratuitement et que l'on partage. On a 13 000 formateurs certifiés à travers le monde.
monde. Et en 2017, quand je terminais mon master de droit, il y a une équipe qui s'est créée pour amener cette dynamique, donc Artfulness. Aujourd'hui, la méthode, elle est connue sous le nom de Artfulness, dans l'idée vraiment de démocratiser ces pratiques, de les rendre accessibles au plus grand nombre, de ne pas les réserver à une élite passionnée du yoga, mais avec une approche plus moderne, c'est gratuit en plus, scientifique. on y reviendra, mais oui, tout à fait. C'est une pratique qui est gratuite. Vous êtes présente partout dans le monde, mais concrètement, on va parler à nos téléspectateurs d'outre-mer. Je veux faire la pratique Artfulness en Guadeloupe. Comment je fais? Alors, on a aujourd'hui les outils Internet qui nous aident beaucoup dans la diffusion de l'information. Donc, on a un site Internet qui est traduit, si je ne dis pas de bêtises, c'est en plus de 10 langues. En tout cas, on en a un anglophone. On ne vous en voudra pas si ce n'est pas précis. On en a un anglophone et on en a un francophone. Donc, moi, j'ai participé à la création de cet Institut Artfulness francophone qui propose donc en ligne un site Internet. Et vous pouvez tout simplement aller sur le site, vous y inscrire, demander à être mis en relation avec un formateur certifié Artfulness et en donnant votre location. Et puis, on vous indiquera, on vous donnera comment. Et après, comment ça se passe? Le formateur, il vient chez vous, il y a un suivi, c'est un one-shot, comme on dit? Alors après, c'est les relations humaines. Ah, c'est ça? Voilà. Ah, oui, d'accord. Oui, tout simplement. Donc, on s'appelle, on prend rendez-vous. Plus généralement, moi, c'est les gens que je reçois. Alors, soit chez moi, ça dépend. Souvent, on essaye de connecter un formateur qui n'est pas loin. On a aussi plus de 6000 centres de méditation dans le monde, qui sont des lieux associatifs, qui sont animés par les bénévoles, la communauté du centre. Et donc, on peut venir y pratiquer la méthode, prendre des sittings, comme on l'appelle chez nous, ou faire des méditations collectives. Alors, le yoga, c'est plus du tout un phénomène. On parlait d'un phénomène il y a 10 ans en France, mais ça s'est vraiment installé. J'aimerais quand même qu'on revienne sur l'origine du yoga, qu'on comprenne bien, que nos téléspectateurs comprennent d'où ça vient. Ça vient d'Inde? Oui, alors clairement, c'est un fait historique. Le yoga vient d'Inde. Il y a des textes très très anciens qui sont au fondement du yoga, comme la Bhagavad Gita, les Védas, les Tantras. 50 ans, 500 ans, 5000 ans? 5000. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors la méthode de Raja Yoga, nous, qu'on pratique, elle est un peu plus récente. C'est une forme de Raja Yoga moderne renouvelée. Elle est plus récente, on va dire 150 ans, 170 même. Et le yoga est arrivé en Occident. Alors on le situe à l'époque, c'était Vivekananda, qui était un grand maître indien qui est venu en Occident, à Chicago, et qui a fait connaître ce yoga. Et le yoga s'est répandu comme ça à travers Donc par les États-Unis. Concrètement, comment est-ce qu'on définit le yoga? Est-ce que c'est une activité physique? Est-ce que c'est un sport? C'est quoi le yoga? Alors, le yoga, c'est tout ça. C'est beaucoup de choses. Le yoga, c'est plus que ça, je dirais. C'est un art de vivre, c'est un vrai art de vivre. C'est une philosophie, c'est une pratique. Ça peut être une pratique sportive, effectivement, dans le sens où en Occident, on connaît mieux le yoga postural, avec des postures plutôt gymniques, qui sont... Alors, après, ce n'est pas un sport au sens institutionnel du terme. Ce qu'on voit à l'écran. Fédération, entraînement, vous parlez du yoga compétition. Postural. Voilà. Il n'y a pas de compétition dans le yoga, c'est ça? Parce que quand on pense sport, on pense effort physique peut-être très intense, compétition. Là, il n'y a pas de compétition, puis ça ne fait pas vraiment partie de la philosophie. C'est pour ça, ma question, est-ce qu'on peut définir le yoga comme un sport? Oui. Alors, si on garde cette définition institutionnelle du sport comme étant une compétition, on va dire que le sport peut plutôt aider à la compétition et à la préparation du sportif et à sa récupération, sa réparation. Mais par contre, c'est une activité physique. Et aujourd'hui, le yoga est enseigné comme discipline sportive, comme activité physique dans les écoles, les universités, les SUAPS, pour le bien-être des étudiants et pour ses effets sur la santé, mais aussi... plus largement, tout ce qui est développement personnel, la capacité de concentration, de focus, d'ouverture, d'adaptation. Il y a plein de bénéfices et de qualités qui sont recherchés dans le yoga. D'accord. On dit souvent le yoga unifie le corps et l'esprit. Mais pour ceux qui ont envie de se lancer dans le yoga, par exemple, et qui se disent qu'ils ne sont pas très souples, c'est possible? Alors oui, le yoga unifie le corps et l'esprit.
C'est justement sa raison d'être. C'est vraiment une pratique de l'équilibre. Il faut avoir des prérequis, c'est ça ma question. Oui. Alors, non, pas de prérequis. On commence d'où on est, d'où on part, hein, avec ce qu'on est. Le yoga, c'est d'abord une leçon d'humilité. Ah oui. Prendre conscience d'où on part. Qu'on n'est pas souple. D'accepter peut-être pour certains de ne pas être souple tout de suite. Et ensuite, le yoga, c'est une gymnastique d'abord douce qui va nous amener cette souplesse. Et j'insiste, une souplesse physique, mais aussi de l'esprit. Hein, un mental souple, un mental ouvert, être capable de voir les choses différemment, de faire évoluer ses croyances et sa pensée, de sortir de pensées dogmatiques pour embrasser d'autres cultures, être dans le partage. Donc c'est la souplesse physique, c'est sûr. Le yoga postural vous y amènera. Et la méditation, on pourra vraiment élargir vos horizons et vos points de vue. Existe-t-il un seul yoga ou plusieurs ? Non, alors justement, le propos de ces journées du yoga qu'on organise du 16 au 21 juin et qu'on soutient donc avec les fédérations partenaires. Et 21 juin qui est la journée mondiale du yoga, on le rappelle. Voilà, tout à fait. Donc nous, on a voulu mettre à l'honneur toutes ces écoles, ces fédérations, écoles et experts français du yoga. Ils sont tous français, francophones. Ils enseignent sur notre territoire et ils enseignent les yogas. Et alors, il y en a combien ? Et vous pouvez peut-être nous donner quelques exemples ? Alors, je peux vous donner quelques exemples qui sont dans cet événement. Vous dire combien il y en a, c'est pas possible. Il y en a parce trop ? qu'on dit même qu'il y a un yoga par individu dans le monde. Ah oui, d'accord. Voilà. Il y a 7 milliards et des poussières de yoga. Ouais, tout à fait. Donc, on a le yoga Iyengar. Ouais. On a le yoga Vinyasa, le Hatha Yoga, posture. Là, vous avez ça, c'est de la posture. Moi, ma question, c'est la différence entre le yoga et la méditation. Et la méditation. Voilà. Quelle est la différence ? Oui, alors il n'y a pas de différence parce que la méditation, c'est du yoga. Le yoga, c'est aussi de la méditation. Alors, on dit dans l'histoire que Patanjali, qui est un personnage mythique du yoga, a codifié le yoga en 8 étapes. Et nous, le Raja Yoga, Heartfulness, notre pratique méditative, on la situe à la 7e étape, qui est la dhyana, et qui intègre toutes les autres étapes. Et donc, vous passez par Yama Niyama, qui sont les premières étapes, qui sont plutôt des conseils en termes d'attitude, de rapport à soi, de rapport au monde, ce qu'il faut faire, ce qu'il convient de faire. Ensuite, on a les asanas, donc vraiment le travail postural. Ensuite, on a le pranayama. Vous avez Patrick Frappeau du Tigre Yoga dans les journées qui donne un super cours. Il explique justement l'essence du pranayama, qui est le travail de la respiration et même au-delà ce qu'on appelle le souffle. Oui, on va y revenir sur la respiration. Et après, on arrive sur vraiment la méditation. Donc, on est immobile, silencieux, les yeux fermés. Et c'est vraiment à l'intérieur, dans la subtilité que ça se passe. C'est pas moins puissant et performant. Il faut le faire le matin, il faut le faire le soir, pour ceux qui veulent pratiquer. Quelques petits conseils peut-être. Ouais. Alors le matin, c'est vrai qu'on peut pratiquer. Évidemment, on pratique. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent le yoga le matin. Nous, chez Heartfulness, on commence la journée par une méditation. C'est à quelle heure ? Ça aide à se poser. 5h30. D'accord. Oui, donc c'est vraiment accessible à tout le monde. À tout le monde. Ah oui, c'est bien. Alors ça, c'est pour les puristes. Personnellement, je ne suis pas encore arrivée à 5h30. Je suis plutôt entre 6h30 et 7h. Mais voilà, on commence encore une fois là où on est, et même si on commence par 5 minutes de méditation à 9h ou 10h le matin, c'est déjà mieux que rien. Ce qui est important, c'est vraiment de cultiver petit à petit cette attitude de prendre un temps pour se connecter à soi, pour se détendre, poser son mental, et clairement, très vite, c'est ça qui est aussi magique, c'est que très vite, on va voir les effets dans sa journée. Moi, si je ne commence pas ma journée maintenant par méditer... Vous êtes mal ? Mal, c'est un bien grand mot, mais ma journée n'a pas la même qualité. Je ne vais pas du tout avoir le même engagement dans mes activités. Qu'est-ce que ça vous apporte, clairement ? Clairement... La force, de l'énergie, du repos, de la sérénité, c'est quoi ? Alors, ça m'apporte déjà beaucoup de détente, beaucoup de bien-être. Ça donne une saveur aux choses de la vie. C'est-à-dire que tout ce que je vais faire, et je le ressens... c'est comme... Oui, vous le vivez plus, peut-être plus intensément. Mais est-ce comme une bonne glace. Ah oui, d'accord. Non, mais on a un meilleur goût. Est-ce que c'était déjà le cas quand vous étiez danseuse, et
et chorégraphe ou c'est vraiment depuis que vous vous êtes mis à la pratique du yoga? Non, là oui, effectivement, j'ai poussé. En fait, on gagne avec la méditation en subtilité. Donc on est plus affiné dans ses sensations, dans ses perceptions. Et aussi, moi, ce que j'aime, c'est qu'au travail, j'ai un travail extrêmement prenant où je dois être très performante et intellectuellement. Je traite énormément de dossiers à la fois, énormément de sujets. Donc être capable comme ça de se concentrer et de passer d'un sujet à l'autre tout en étant pleinement concentré à chaque fois. Ouais, c'est... Ouais. Comme un sport de haut niveau, intellectuel, ça vous aide à préparer. Le soir, on va plutôt faire des pratiques qui nous accompagnent vers la soirée et le sommeil de détente. Et chez Artfulness, on a une technique de douche intérieure, de cleaning, vraiment pour lâcher du stress, lâcher des choses qui vont nous avoir impacté pendant la journée. Si je vous dis la cigogne, le tête chien en bas, le sphinx, le chien museau face au ciel, qui donne tous ces noms aux postures de yoga? C'est une bonne question. Vous ne savez pas? Non, je ne sais mais pas c'est quoi si ce lien avec les animaux? Par contre, oui, voilà. tout à fait. Par contre, ça fait partie de l'essence du yoga de venir copier la nature. Et donc, on a tous ces noms d'animaux pour les postures parce qu'on vient s'inspirer, en fait, s'inspirer de la nature et intégrer cette nature en nous. Alors, cette émission s'appelle Sport, Santé, Technologie. Maintenant, moi, j'aimerais comprendre quels sont les bienfaits du yoga pour les sportifs qui nous écoutent. On parle surtout des bienfaits pour le cœur, pour l'esprit, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de courbature ou de lésions musculaires? Est-ce que le yoga, c'est vraiment un outil performant pour préparer une compétition, pour un sportif, quel que soit le sport? Alors, je pense que le yoga, c'est vraiment une acceptation déjà de ses propres limites et de comprendre que l'on peut progresser, on devient plus performant et on est capable de repousser ses limites en acceptant la limite. Et plutôt que... Qui est signifié par la douleur. Qui est signifié par la douleur, tout à fait. Et effectivement, il y a un signal, mais cette douleur, c'est notre meilleure amie en fait. Elle nous signale que là, peut-être... on n'a pas pris le mouvement comme il fallait, peut-être on n'a pas pris la bonne position, peut-être là, il y a une indication en tout cas qu'il y a une limite. Et donc, ce que va nous enseigner le yoga, c'est à commencer par prendre une pause, à respirer et à trouver l'ouverture et la détente. Et en fait, c'est comme ça qu'on va petit à petit repousser ses limites et progresser. Donc, moi, les gens qui commencent le yoga, je dis surtout, le yoga, il faut toujours le rappeler, il est là pour vous faire du bien. Parce qu'on a souvent associé, nous, on est dans une société de la performance, où il faut aller très vite, très loin, tout de suite. Et le yoga nous invite à ralentir, mais pour aller plus loin, en fait. Justement, ralentissons et peut-être rejoignez-moi à côté. Et puis montrez-moi une posture que je me ridiculise devant les millions de téléspectateurs qui nous suivent. Oui. Alors qu'est-ce qu'on choisit comme posture? Voilà, donc je vous propose de faire la posture de l'arbre. L'arbre. Voilà. Magnifique. Donc il s'agit de se mettre debout sur un pied. Ouais. Et de coincer votre pied à l'intérieur de la cuisse. Alors aujourd'hui, je suis en talon, donc c'est un peu moins pratique. Normalement, ça se pratique. Ouais, puis il faut un pantalon quand même assez voilà. souple, c'est mieux. C'est mieux d'être confortable, voilà, pieds nus. Voilà, et là, il faut rester combien de temps? Donc les mains. Et là, en fait, c'est une posture qui travaille l'alignement, la détente, qui est très ressourçante, oui, pour le corps et pour l'esprit. Et là, travailler. Et alors, si vous voulez pousser un peu plus loin, vous allez même tester votre équilibre. C'est vraiment la posture de l'équilibre par excellence. Voilà, bien ouvrir le haut du corps aussi, redresser. Et la respiration, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? La respiration, elle est tranquille. Elle est calme. Par le nez. Et c'est une indication. Quand dans une posture de yoga, vous êtes capable de respirer tranquillement, c'est que vous êtes ouvert et que votre posture est la bonne. Et donc là, on commence par ça, 5h30 du matin, tous les matins. Voilà. D'accord. Et là, vous êtes prêt à avoir une belle journée devant vous. Merci Eva, je vais vous laisser retourner à votre place. Un chiffre, et il est éloquent, 10,7 millions. Est-ce que c'est un chiffre qui vous parle? Peut-être pas, 10,7 millions. Selon une récente étude, 10,7 millions de Français déclarent avoir fait du yoga ces 3 dernières années. Ça fait à peu près 20% de la population. Ça vous paraît
incroyable. Enfin, moi ça me paraît incroyable, quoi. Ouais. Non, moi je suis pas étonnée. Non. Ah oui. En fait, il y a énormément. C'est vrai qu'il y a un vrai succès du yoga. Les gens en ont besoin. Je pense que c'est vraiment un outil multiple, comme on disait, qui s'adapte à plein de circonstances, plein de besoins différents. Donc chacun approche le yoga à sa façon et trouve le cours, le prof, la méthode, la philosophie qui lui va bien pour l'accompagner dans sa vie. Et les bénéfices sont tellement grands et différents aussi. Hein. Ça va être des bénéfices en termes de santé, en termes de bien-être, de relaxation. On les a largement évoqués. Donc non, je suis pas étonnée de et vous le sentez chez Artfulness, oui. cet engouement pour le Ouais. yoga, ce besoin des gens aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, nous vivons dans des sociétés très stressantes et du coup ils vont chercher dans le yoga ce repos de l'âme, ce repos de l'esprit. Vous le sentez dans les chiffres chez vous? Oui, bah, clairement. Clairement, il y a une vraie demande, il y a un vrai engouement. Alors moi, je l'avais vécu aussi quand j'étais à la Sorbonne. On avait créé une association pour la méditation Artfulness à la Sorbonne avec des étudiants. Et les étudiants étaient particulièrement stressés, angoissés, certains, entre le diplôme, les heures qui n'en finissent plus à la bibliothèque, l'angoisse de l'emploi, le contexte. Il y avait eu les attentats, il y avait, enfin voilà, on vit dans... Et puis les sources d'informations multiples sans arrêt. Et en fait, ces étudiants qui commençaient à venir et qui s'asseyaient à côté de moi parce qu'ils me trouvaient calme. Okay. D'accord. Eux n'étaient pas calmes. Ils se sont dit, là, il y a un problème. Elle est beaucoup trop calme. Ouais. Qu'est-ce qu'elle prend? Et en discutant, tout simplement en les écoutant, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin. Et puis j'ai commencé à partager des exercices de relaxation avec un, puis deux, puis trois. Puis après, on a créé un groupe, puis on s'est mis à méditer ensemble. Puis on a créé une page Facebook. Et puis là, il y a plein d'étudiants d'université qui sont venus. Ah bon? Et oui, c'était super riche et intéressant. Et je pense que vraiment... Bon, toutes les générations pratiquent le yoga. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas. Mais bon, moi, ce qui me plaît, c'est que vraiment ces jeunes générations ont vraiment compris que l'intérêt aujourd'hui pour eux et c'est l'avenir de l'humanité. Donc, je trouve ça intéressant qu'ils pratiquent. On est allé voir aussi quand même un petit peu, on a fait nos petites recherches, il y a quand même des drôles de yoga. Il y a le yoga paddle avec une haute chaleur, il y a les yogas pratiqués en salle. Ce sont des dérivés du yoga classique. C'est du vrai yoga, le yoga paddle sur l'eau? Alors, je ne suis pas une experte du yoga paddle. Non, mais votre ressenti... Oui, bon, le yoga, comme on le disait, c'est toujours intégré à des tas de pratiques, cultures, etc. Bon, s'il y en a qui ont envie de faire du yoga sur du paddle, bon... pourquoi pas? Ça doit pas être facile. Non, c'est pas facile. On se fait pas mal, on tombe dans l'eau. Après, effectivement, je pense que ce qui est important, plus que la forme que peut prendre le yoga, si on doit parler un peu de la vérité du yoga, c'est ne pas s'éloigner de l'essence. Parce que le plus beau dans le yoga, c'est cette philosophie, cet art de vivre que ça nous enseigne, cette douceur, ce respect de soi, de ses propres limites, ce respect des autres, être en connexion, relier, réunir son corps, son esprit et s'unir aux autres aussi. Le yoga à l'école, vous y croyez un jour? C'est déjà le cas. Ah, c'est déjà le cas? Oui, ma mère était dans l'éducation nationale pendant 40 ans et elle enseignait le yoga des animaux. Et le yoga, les professeurs peuvent enseigner. Alors, c'est peut-être pas généralisé et démocratisé autant qu'on pourrait le souhaiter aujourd'hui, et c'est l'objet de notre action. Mais ça existe déjà, oui. Pour information pour les amateurs de yoga, on l'a dit tout à l'heure, la journée internationale du yoga qui se déroulera donc le 21 juin. Si vous voulez vous renseigner, vous mettre à la pratique, vous pouvez aussi appeler Artfulness. Merci Eva d'être venue sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions. Et puis voilà, j'ai un petit peu mal là, donc c'est qu'à mon avis j'ai atteint ma limite. On va faire un petit peu de méditation après ça. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Sport Santé Technologie. Salut.